J'ai remarqué que mes meubles changeaient constamment, pendant que j'étais au travail. Ensuite, des caméras cachées ont révélé que mes parents redécoraient secrètement mon appartement, pour ma sœur divorcée. Donc, la fois suivante où ils sont entrés par effraction, je les attendais avec la police. Je suis un homme de 33 ans vivant dans un appartement convenable d'une chambre, que je loue depuis environ 3 ans. Je travaille à temps plein comme ingénieur logiciel, avec des horaires classiques de 9 h à 17 h, et je vis seul. Mes parents vivent à environ 20 minutes d'ici, et oui, ils ont un double des clés pour les urgences. C'est une chose que je reconsidère sérieusement en ce moment. Au cours du mois dernier, j'ai remarqué des changements étranges dans mon appartement. De petites choses, au début. Ma table basse, qui avait une finition en bois foncé, est devenue je ne sais comment ce meuble en chêne plus clair. Je l'ai fixé pendant 10 minutes un soir, convaincu que je perdais la tête. J'ai appelé mon pote Kevin, pour lui demander s'il se souvenait de l'apparence de ma table basse, et il a confirmé qu'elle était définitivement plus foncée avant. Quand j'en ai parlé à ma mère lors de notre appel téléphonique hebdomadaire, elle a juste ri, et a dit que j'avais probablement confondu avec les meubles de mon ancien logement. Ensuite, mes chaises de cuisine ont commencé à changer. J'en avais en métal noir, avec des coussins gris. Rien d'extravagant, mais elles faisaient l'affaire. La semaine dernière, je suis rentré chez moi pour trouver des chaises en bois blanc, avec des coussins à fleurs. À fleurs. Je suis un homme de 33 ans, qui travaille dans la tech, et qui joue de la guitare pendant son temps libre. À quel moment exactement aurais-je choisi des coussins à fleurs? Les serviettes de bain ont suivi. Mes serviettes bleu marine unies ont été remplacées par un ensemble rose pâle, avec de petites bordures décoratives. Je suis resté planté dans ma salle de bain en tenant ces serviettes, me demandant si je faisais une sorte de dépression. Je ne me souviens pas avoir acheté des serviettes roses. Je n'achèterai jamais de serviettes roses, mais elles étaient là, soigneusement pliées dans mon placard à linge. Hier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis rentré pour découvrir que tout mon salon avait été réaménagé. Mon canapé en cuir noir avait disparu, remplacé par ce canapé d'angle en tissu beige, avec beaucoup trop de coussins décoratifs. Mon meuble télé, qui était une unité noire et élégante, avait été échangé contre un meuble de style rustique, qui semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration de campagne. J'ai immédiatement appelé mes parents. Mon père a fait semblant d'être confus, et a suggéré que mon propriétaire faisait peut-être des travaux d'entretien. Ma mère s'est demandé si j'avais fait des achats en ligne en dormant, pour ensuite l'oublier, achetant dans mon sommeil des meubles que je ne choisirais absolument jamais. Le truc, c'est que tous ces nouveaux meubles sont jolis. Ils sont de bonne qualité, bien coordonnés, et manifestement chers. Mais ce n'est pas moi. C'est comme si quelqu'un transformait lentement mon appartement, pour en faire un espace destiné à quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui aime les couleurs douces, l'esthétique rustique, et qui a apparemment des goûts très différents des miens. J'ai vérifié mes relevés bancaires de manière obsessionnelle. Aucun achat de meubles, aucun frais mystérieux, rien. J'ai fouillé dans mes emails, mon compte Amazon, partout. Il n'y a aucune trace prouvant que j'ai acheté tout ça. Ma petite amie, Sarah, pense que je lui fais une blague, mais je jure sur tout ce qui m'est cher, que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Elle est venue hier soir, et n'arrêtait pas de me demander quand j'avais refait la déco, et je suis juste resté là, comme un idiot, à essayer de lui expliquer que ce n'était pas moi. Le plus étrange, c'est que tout est toujours parfaitement rangé quand je rentre à la maison. Ce n'est pas comme si quelqu'un s'était contenté de balancer de nouveaux meubles dans mon appartement. C'est placé avec réflexion, avec style. Même mes livres sont toujours sur les étagères. Mes objets personnels sont toujours là, mais tout le reste change lentement. Je commence à me demander si je dois consulter un médecin. Les problèmes de mémoire sont fréquents dans ma famille, et je fais peut-être une sorte de maladie à début précoce. Mais Kevin a confirmé les changements qu'il a vus, et Sarah remarque définitivement les différences, elle aussi. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire? J'ai l'impression de vivre dans une étrange version, où la manipulation mentale rencontre les émissions de décoration. J'envisage de changer mes serrures, mais et si j'oubliais vraiment que j'ai acheté tout ça? Et s'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas chez moi? Je ne sais plus quoi faire. Tout conseil serait apprécié. Bon sang, vous aviez raison à propos des caméras. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont suggéré que j'installe des caméras de sécurité, au lieu de supposer immédiatement que je faisais une dépression nerveuse.
Un remerciement spécial à l'utilisateur qui a recommandé celles, très discrètes, qui ressemblent à des chargeurs de téléphone. Elles étaient parfaites. J'ai installé 3 caméras vendredi dernier. Une dans le salon, déguisée en chargeur de téléphone, une dans la chambre, qui ressemble à une horloge numérique, et une dans la cuisine, cachée dans ce qui semble être une petite enceinte. Je me sentais ridicule en le faisant, à moitié convaincu que j'allais me filmer en train de décorer pendant mon sommeil, ou quelque chose d'aussi embarrassant. Le mercredi après-midi a tout changé. J'étais au travail, en plein débogage de code vers 14 h, quand j'ai reçu une alerte de mouvement sur mon téléphone. J'ai ouvert l'application, en m'attendant à voir mon chat, qui n'existe pas, ou peut-être un agent d'entretien que j'avais oublié. Au lieu de cela, j'ai vu mes parents entrer dans mon appartement, comme s'ils en étaient les propriétaires. Ma mère portait ce qui ressemblait à un catalogue ou un magazine, pointant du doigt des objets, et parlant à mon père. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais son langage corporel disait clairement « ça va ici, et ça va là ». Mon père prenait les mesures de mon étagère actuelle, avec un vrai mètre ruban. Ils ont passé 45 minutes dans mon appartement. 45 minutes. Ils ont fouillé chaque pièce. Ma mère prenait des photos de divers objets avec son téléphone. Mon père notait des choses dans un carnet. À un moment donné, ma mère s'est assise sur mon canapé, le nouveau en beige, et a étalé ce que je sais maintenant être des échantillons de tissu, sur la table basse. J'ai sauvegardé toutes les images, et je les ai confrontées. Ce soir-là, je suis arrivé chez eux avec mon ordinateur portable, prêt à obtenir des réponses. La conversation qui a suivi a été surréaliste. Quand j'ai lancé la vidéo, la première réaction de ma mère n'a été ni la honte, ni la surprise. C'était de l'agacement, du fait que je les ai espionnés. Mon père a demandé combien coûtaient les caméras, car elles avaient l'air plutôt professionnelles. C'est là que ça devient bizarre, les amis. Ils n'ont même pas essayé de cacher ce qu'ils faisaient, une fois que je les avais surpris. Ma mère a expliqué cela, comme si elle décrivait une activité familiale parfaitement normale. Apparemment, ma sœur Jessica revient en ville dans 2 mois après son divorce, et elle va s'installer chez moi pour un moment, le temps de se remettre sur pied. Je répète, ma sœur va emménager chez moi. C'était une grande nouvelle pour moi. Selon mes parents, ils remplaçaient progressivement les meubles de mon appartement de célibataire, par des choses qui conviendraient mieux à une femme, et qui créeraient un environnement accueillant pour Jessica, pendant sa transition difficile. Ma mère a dit que mon canapé en cuir noir était trop masculin, et que le nouveau canapé d'angle serait mieux, pour passer du temps de qualité entre frères et sœurs. Quand je leur ai fait remarquer que je n'avais jamais accepté que Jessica emménage, ma mère m'a regardé comme si j'avais dit une absurdité. C'est ta sœur, James. La famille est de la famille. Tu as un appartement d'une chambre, et elle a besoin d'un endroit où rester. C'est parfait. J'ai expliqué que non, ce n'est pas parfait, parce que c'est mon appartement, et que je n'ai jamais accepté de le partager avec qui que ce soit. Mon père est intervenu, avec des statistiques sur la cherté des loyers, et sur la façon dont l'ex-mari de Jessica l'a laissée dans une situation financière difficile. Ma mère a ajouté que Jessica a toujours admiré le potentiel de mon appartement, et qu'elle a tellement bon goût, qu'elle pourrait vraiment m'aider à arranger l'endroit. Le plus exaspérant, c'est qu'ils agissaient comme s'ils me rendaient service. Ma mère n'arrêtait pas de dire des choses comme « Jessica t'aidera pour les courses, tu vas adorer avoir de nouveau la famille autour de toi, et ce sera exactement comme quand vous étiez enfant et que vous partagiez une chambre. » J'ai posé des questions concernant l'argent. Les meubles qu'ils ont échangés ne sont pas donnés. Mon père a mentionné, l'air de rien, qu'ils investissaient dans l'avenir de Jessica, et qu'ils voulaient s'assurer qu'elle ait de belles choses autour d'elle, pendant sa période de rétablissement. Ils ont apparemment dépensé des milliers d'euros, pour ce projet de redécoration. Quand je lui ai dit que Jessica ne pourrait pas emménager, que je n'avais pas donné mon accord, et qu'il devait me rendre mes meubles d'origine, ma mère s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Elle a dit que j'étais égoïste, et que j'abandonnais la famille, au moment où Jessica avait le plus besoin de soutien. Mon père a dit qu'il était déçu de la façon dont je gérais la situation, et qu'un vrai homme se montrerait à la hauteur pour sa sœur. Je suis parti sans rien résoudre, mais j'ai mis 2 choses très au clair. Jessica n'emménagera pas dans mon appartement, et ils ne doivent plus jamais entrer dans mon espace, sans ma permission. Je change les serrures ce week-end. Mais voici ce qui me ronge. Est-ce que quelqu'un a parlé de ce plan à Jessica? Je ne lui ai pas parlé depuis Noël, et à l'époque,
elle avait mentionné qu'elle restait chez une amie après le divorce. Est-elle seulement au courant de cette opération d'échange de meubles? S'attend-elle à emménager avec moi? J'ai l'intention de l'appeler ce week-end, après avoir fait changer les serrures. Toute cette situation est folle, mais j'ai besoin de savoir si elle est dans le coup, ou si elle est aussi ignorante que je l'étais. D'autres mises à jour suivront, j'en suis sûr. Les serrures sont changées, les limites sont fixées, et mes parents le vivent très mal. Cela fait 3 mois que j'ai surpris mes parents dans leur complot de décoration. Et je me suis dit qu'il était temps de faire une mise à jour, puisque plusieurs personnes m'ont envoyé des messages, pour me demander comment les choses avaient tourné. Tout d'abord, les conséquences immédiates. J'ai changé les serrures ce week-end-là, et je n'ai pas donné de nouvelles clés à mes parents. Cela a provoqué ce que ma mère a décrit, comme étant la pire trahison de l'histoire familiale. Elle m'a appelé 17 fois le premier jour. 17. Je le sais, parce que j'ai fait une capture d'écran du journal d'appel, avant de bloquer temporairement son numéro. Mon père a débarqué à mon appartement le mardi suivant avec un serrurier, apparemment convaincu qu'il pouvait simplement faire remettre les anciennes serrures. Le serrurier, tout à son honneur, a demandé à voir mon bail et ma pièce d'identité, avant de faire quoi que ce soit. Quand mon père n'a pas pu fournir de preuves qu'il habitait là, le gars est parti. Papa a passé encore 1 heure, assis dans sa voiture devant mon immeuble, a appelé mon téléphone professionnel, et a laissé des messages vocaux de plus en plus frustrés. La situation des meubles est devenue un tout autre cauchemar. Mes parents ont insisté sur le fait qu'ils s'étaient débarrassés de mes pièces d'origine, puisqu'ils les remplaçaient par des articles de meilleure qualité. Je savais que c'était probablement un mensonge, mais le prouver était une autre affaire. J'ai fini par devoir employer la manière forte. Je leur ai dit qu'ils avaient 1 semaine pour ramener mes meubles d'origine, ou je déposerais une plainte à la police pour vol et effraction. Soudainement, mes anciens meubles sont réapparus. C'est drôle comme ça a marché. Ils ont tout déposé pendant que j'étais au travail, laissant le tout dans le couloir devant mon appartement, comme la livraison la plus passive-agressive au monde. Mes voisins n'ont pas trouvé ça amusant. Madame Chen, de l'appartement 4B, m'a laissé un mot me demandant si je déménageais, car un canapé bloquait la sortie de secours. Quant à Jessica, je l'ai bien appelée ce week-end-là. Cette conversation mérite sa propre publication, mais pour faire court, elle était tout aussi choquée que moi. Elle n'avait aucune idée de l'échange de meubles, aucune idée que nos parents prévoyaient de la faire emménager avec moi, et elle a été mortifiée quand je lui ai raconté ce qui se passait. Elle logeait chez son amie d'université, Amanda, et venait juste de signer un bail pour son propre appartement, de l'autre côté de la ville. La dynamique familiale, depuis lors, est très tendue. Mes parents sont passés par plusieurs étapes, pour digérer l'échec de leur plan. D'abord, il y a eu le déni. Ils n'arrêtaient pas d'insister sur le fait que Jessica finirait par changer d'avis, et qu'elle réaliserait que mon appartement était la meilleure option. Ensuite, la colère. J'étais ingrat, égoïste, et je ne comprenais clairement pas ce que signifiait la famille. Puis, la négociation. Peut-être que Jessica pourrait juste rester le week-end, utiliser mon appartement comme solution de secours, ou encore y stocker certaines de ses affaires. Quand je suis resté ferme sur toutes mes limites, ils sont passés à ce que je ne peux décrire que comme étant l'offensive de la culpabilité. Chaque réunion de famille devenait une occasion de me rappeler tout ce qu'ils avaient sacrifié pour moi, pendant mon enfance. Ma mère faisait des commentaires du genre « Je me souviens de l'époque où James se souciait de sa famille, tout en me passant le plat de pommes de terre. » Mon père a commencé à raconter des histoires sur la proximité entre Jessica et moi quand nous étions enfants, en insistant lourdement sur la façon dont je la protégeais. Le point de rupture est survenu au mariage de mon cousin Michael, le mois dernier. Ma mère avait apparemment dit à plusieurs parents que je traversais une phase difficile, et que je ne parlais plus à ma famille. Plusieurs tantes et oncles m'ont approché, pour me demander si tout allait bien, et si j'avais besoin de soutien pour surmonter ce à quoi je devais faire face. J'ai réalisé que mes parents réécrivaient activement l'histoire, faisant de moi le problème, au lieu de reconnaître leur violation de mes limites. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai dit la vérité, toute la vérité, à quiconque me posait la question. Les réactions ont été mitigées, mais révélatrices. Ma tante Patricia était horrifiée, et m'a dit qu'elle avait eu des problèmes similaires avec mes parents, qui outrepassaient leurs droits avec ses enfants. Mon oncle David a ri, et a dit que cela ressemblait exactement au genre de choses que ma mère ferait. Ma grand-mère, la propre mère de ma mère,
m'a pris à part, et a dit qu'elle n'était pas surprise, car ma mère avait toujours eu des problèmes de contrôle. Mais la réaction la plus surprenante est venue de ma cousine Sarah, qui m'a dit qu'elle s'était toujours sentie mal pour moi en grandissant, parce qu'elle voyait à quel point mes parents nous traitaient différemment, Jessica et moi. Elle a dit que toute la famille l'avait remarqué, mais que personne n'avait rien dit, parce que ce n'était pas à eux de s'en mêler. Apprendre que d'autres personnes avaient observé ce schéma pendant des années, a été à la fois réconfortant et exaspérant. Cela a confirmé que je n'imaginais pas ce favoritisme, mais cela m'a aussi poussé à me demander pourquoi personne n'avait jamais pris la parole. Mes parents sont maintenant dans la phase de bouderie. Ils assistent aux événements familiaux, mais me parlent à peine, au-delà des salutations de politesse. Ma mère met un point d'honneur à demander à tout le monde, sauf à moi, comment ils vont. Mon père parle de sport avec d'autres membres de la famille, tout en m'ignorant ostensiblement. Jessica et moi, en revanche, avons en fait commencé à nous parler davantage. Elle a été géniale pour me soutenir, lorsque nos parents ont essayé de remettre sur le tapis cette histoire d'appartement. Elle a également partagé certaines de ses propres histoires, sur leurs interférences dans sa vie, ce qui a été très révélateur. Les meubles de mon appartement sont revenus à ma configuration d'origine, plus quelques nouvelles pièces, que j'ai réellement choisies moi-même. Mon canapé en cuir noir ne m'a jamais paru aussi beau. J'ai gardé les caméras de sécurité parce que, la confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas? Je ne regrette pas d'avoir tenu bon, mais je ne vais pas mentir. Ça a été émotionnellement épuisant. 33 ans de dynamique familiale, ça ne change pas du jour au lendemain. Et parfois, je me surprends à me demander si je n'aurais pas dû simplement accepter leur plan, pour maintenir la paix. Mais ensuite, je me souviens être rentré à la maison, pour trouver mon salon complètement réaménagé sans ma permission. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Les limites ne sont pas négociables, même avec la famille, et surtout avec la famille. Je n'avais pas l'intention de publier une autre mise à jour, mais il s'est passé quelque chose la semaine dernière, qui a complètement changé ma compréhension de toute cette situation. Je pense que vous avez besoin d'entendre ça. Jessica m'a appelé dimanche soir dernier, ce qui n'était pas inhabituel. Nous nous parlions plus régulièrement depuis l'incident des meubles, mais quelque chose dans sa voix était différent. Elle avait l'air fatiguée, et frustrée, d'une manière qui me rappelait ce que j'avais ressenti, pendant ces semaines où je croyais perdre la tête. James, m'a-t-elle dit, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Elle a continué en me parlant de son nouvel appartement. Elle y vivait depuis environ 4 mois maintenant, et des choses étranges s'étaient produites. De petites choses au début, ses serviettes de bain remplacées par d'autres, des ustensiles de cuisine échangés contre de meilleures versions. Ses coussins décoratifs remplacés par d'autres, qui s'accordaient mieux avec son canapé. Ça vous rappelle quelque chose? Jessica avait vécu exactement la même chose que moi, mais elle l'avait attribué au stress de son divorce, et peut-être au fait d'avoir mélangé ses affaires pendant le déménagement. Nos parents avaient une clé de chez elle pour les urgences, tout comme ils en avaient une pour chez moi. Mais la semaine dernière, elle est rentrée tôt du travail avec une migraine, et a surpris notre mère dans son appartement, en train de réorganiser sa bibliothèque, et de changer les cadres photos. Elle avait toute une explication prête. Jessica m'a raconté qu'elle prétendait l'aider, à créer un environnement plus positif, et que certaines de ses affaires étaient des rappels d'expériences négatives, qu'elle devait surmonter. La conversation qui a suivi entre Jessica et nos parents a été, apparemment, encore plus révélatrice que la mienne. Lorsque Jessica a exigé de savoir ce qui leur donnait le droit de changer ses affaires, notre mère s'est lancée dans une explication détaillée, sur la façon dont elle gérait les lieux de vie de la famille depuis des années. Voici la partie qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas un comportement nouveau. Selon notre mère, elle faisait cela depuis des années avec nous deux, et nous ne l'avions tout simplement jamais remarqué auparavant. Elle a parlé à Jessica de la fois où elle avait changé les décorations de ma chambre d'étudiant, parce qu'elle faisait trop gamine. Elle a raconté avoir modifié l'agencement de l'appartement de Jessica au début de son mariage, parce qu'il n'était pas pratique pour recevoir des invités. Elle a mentionné avoir mis à jour nos 2 garde-robes au fil des ans, en enlevant les vêtements qui ne nous mettaient pas en valeur, et en les remplaçant par de meilleures options. Jessica et moi avons passé 3 heures au téléphone cette nuit-là, à comparer nos expériences. Vous vous souvenez que je ne trouvais parfois plus mes chemises ou vestes préférées. Vous vous souvenez que l'appartement de Jessica semblait toujours avoir des accessoires différents, chaque fois que je lui rendais visite? Nous avions tous les deux attribué ces choses à des oublis normaux,
ou au fait d'avoir égaré des objets. Notre mère orchestrait nos espaces de vie depuis des années, de manière si progressive, et avec une telle assurance, que nous ne l'avions jamais remise en question. L'échange de meubles chez moi n'était pas un incident isolé d'abus d'autorité. C'était l'escalade naturelle d'un schéma, qui perdurait depuis que nous étions adolescents. La seule raison pour laquelle nous l'avons remarqué cette fois-ci, c'est parce qu'elle était devenue trop ambitieuse, en changeant trop de choses, trop rapidement. James, m'a dit Jessica, je ne pense pas que le plan ait jamais vraiment été que j'emménage avec toi. Elle y réfléchissait depuis qu'elle avait surpris notre mère dans son appartement, et elle avait une théorie. Nos parents avaient utilisé l'idée que Jessica emménage avec moi, comme couverture pour leur véritable objectif, qui était de redécorer complètement nos deux appartements, selon la vision de notre mère. Jessica pensait qu'ils auraient prolongé ce séjour temporaire juste assez longtemps pour finir les deux endroits, puis ils auraient inventé une raison quelconque, justifiant que Jessica doive retourner dans son propre appartement. Ça aurait été la machination parfaite. Ils auraient eu deux appartements parfaitement décorés, répondant à leurs critères, et nous aurions été tellement concentrés sur cette prétendue cohabitation, que nous n'aurions pas remis en question les changements graduels de nos espaces. Plus nous en parlions, plus nous réalisions à quel point ça allait loin. Notre mère avait des opinions sur tout dans nos vies, nos vêtements, nos meubles, nos choix alimentaires, et même nos amis. Et elle agissait en fonction de ses opinions depuis des années, juste assez subtilement, pour que nous nous y adaptions, sans nous rendre compte de ce qui se passait. Jessica a pris une décision cette nuit-là. Elle a appelé nos parents, et leur a annoncé qu'elle changeait elle aussi ses serrures. Elle a également exigé qu'ils rendent tout ce qu'ils avaient pris dans son appartement, et qu'ils fournissent une liste de tout ce qu'ils avaient changé au fil des ans. La réaction a été explosive. Papa m'a appelé le lendemain matin, furieux que j'ai monté Jessica contre eux, et que je l'ai rendu paranoïaque. Maman a envoyé une série de SMS qui commençaient par une confusion blessée, et qui ont dégénéré en accusations, affirmant que nous nous liguions contre eux, et que nous étions ingrats pour tout ce qu'ils avaient fait pour nous aider. Mais voilà le truc. Jessica et moi n'allions pas reculer cette fois-ci. Pour la première fois de notre vie, nous présentions un front uni face à la manipulation de nos parents. Nous avons décidé de les rencontrer ensemble ce week-end, non pas pour négocier ou faire des compromis, mais pour établir clairement, à quoi ressemblerait notre relation avec eux à l'avenir. Plus de clés de nos appartements. Plus d'aides surprises concernant nos situations de vie. Plus aucune décision prise sur nos vies, sans notre avis. Je sais que certains diront que nous sommes trop durs, que ce sont nos parents, qu'ils nous aiment, et qu'ils essaient juste d'aider. Mais voici ce que j'ai appris au cours des 6 derniers mois. L'amour sans respect n'est pas vraiment de l'amour du tout. C'est du contrôle, qui porte un plus joli masque. Jessica a dit quelque chose lors de cet appel téléphonique, qui m'est resté en tête depuis. Combien de nos préférences ne sont en fait, pas nos propres préférences? Combien de nos choix ont été influencés, par leur changement au fil des ans? J'y ai beaucoup réfléchi. En regardant autour de mon appartement maintenant, avec le retour de mes meubles d'origine, je me sens plus moi-même, que je ne l'ai été depuis des années. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, à quoi d'autre je me suis adapté, sans m'en rendre compte. La partie la plus étrange dans tout ça, c'est que Jessica et moi, nous nous sommes rapprochés comme jamais depuis notre enfance. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas en compétition pour l'approbation parentale, ou montez l'un contre l'autre, les frères et sœurs peuvent réellement être des alliés. Nous abordons tous les deux la conversation de ce week-end, avec des limites claires, et des attentes communes. Nos parents peuvent choisir de respecter notre autonomie, et d'avoir une relation saine avec nous, ou ils peuvent choisir de continuer à essayer de nous contrôler, et d'avoir une relation très limitée avec nous. Pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiète pas de leur réaction. Jessica et moi nous soutenons mutuellement, et cela semble plus puissant que n'importe quelle tentative de culpabilisation, qu'ils pourraient nous lancer. Je ferai une mise à jour après la conversation, mais honnêtement, je me sens optimiste. Non pas parce que je pense qu'ils changeront fondamentalement, la nature reprend toujours le dessus et tout ça, mais parce que Jessica et moi, nous avons changé. Nous voyons le schéma maintenant, et nous n'allons plus l'ignorer. Parfois, les meilleures relations familiales sont celles que l'on choisit de reconstruire, selon ses propres conditions. J'avais promis une mise à jour après notre réunion de famille, et bien que je ne sois pas sûr que quiconque s'attendait à ce que cela se passe de cette façon, je voulais partager, comment tout cela s'est résolu. Jessica et moi nous sommes rencontrés dans un café au préalable, pour revoir nos points de discussion une fois de plus. Nous avons décidé de présenter un front uni,
et de ne pas laisser nos parents nous diviser, ou détourner la conversation. Nous avions chacun une liste de limites non négociables, et nous avions convenu que s'ils ne pouvaient pas accepter ces limites, nous limiterions tous les deux les contacts, de manière significative. La réunion s'est déroulée chez eux, dans ce même salon, où je les avais confrontés à propos des caméras il y a des mois. Maman s'était clairement préparée pour cette conversation. Elle avait des mouchoirs placés de façon stratégique, des photos de famille bien en évidence, et elle avait préparé mes biscuits préférés d'enfance. Une mise en scène classique de manipulation émotionnelle. Papa a commencé par dire qu'il était heureux que nous soyons enfin tous assis comme des adultes, pour résoudre ce malentendu. Il a utilisé le mot « malentendu » 4 fois, dans sa déclaration d'ouverture. Jessica est intervenue la première, ce qui m'a surpris. Elle a toujours eu tendance à éviter les conflits plus que moi, mais quelque chose avait changé en elle, depuis qu'elle avait découvert l'ampleur de leur ingérence. Elle a calmement exposé tout ce que nous avions découvert. Les années de changements subtils, le schéma des violations de limites, et le plan coordonné d'échange de meubles. La réponse de maman a été immédiate et prévisible. Des larmes. Elle a parlé de combien elle nous aimait, de la façon dont elle n'avait toujours voulu que le meilleur pour nous, et de la façon dont elle ne pouvait pas comprendre pourquoi nous l'attaquions parce qu'elle s'inquiétait pour nous. Mais c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Papa, au lieu de prendre la défense de maman comme il le faisait d'habitude, est devenu silencieux. Vraiment silencieux. Il est resté assis là, à écouter Jessica énumérer des incidents spécifiques survenus au fil des ans, et son expression ne cessait de changer. Quand Jessica a terminé, il a regardé maman et a demandé « Linda, as-tu vraiment pris ce tableau dans sa chambre l'année dernière ?» Le sang-froid de maman s'est fissuré juste un peu. Il n'allait avec rien d'autre dans la pièce, Richard. Il était juste là, à jurer avec tout le reste. Mais c'était le sien, a dit papa lentement. Elle l'avait acheté elle-même. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que notre famille ait jamais eue. Papa, s'est-il avéré, n'avait pas été pleinement conscient de l'ampleur des activités de redécoration de maman. Il savait qu'elle nous aidait parfois à nous organiser, ou qu'elle achetait quelques petites choses pour nos appartements, mais il n'avait pas réalisé le caractère systématique de la chose. Pendant que nous continuions à parler, l'expression de papa est passée de la confusion à l'inquiétude, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Quand Jessica a mentionné les vêtements qui avaient mystérieusement disparu au fil des ans, papa s'est tourné vers maman et a dit « C'est pour ça que James a demandé où était son sweatshirt d'université à Noël dernier. Tu m'avais dit qu'il l'avait perdu. » La façade a commencé à s'effondrer. Ensuite, maman a essayé de maintenir que tout ce qu'elle avait fait, l'avait été par amour, et par désir que nous ayons de belles choses. Mais même elle semblait se rendre compte de la façon dont cela sonnait, une fois exposé par ordre chronologique. Puis papa a posé la question qui a tout changé. Linda, comment te sentirais-tu si ta propre mère t'avait fait ça? Le silence qui a suivi a été assourdissant. La relation de maman avec sa propre mère était tendue depuis des années. En partie parce que grand-mère avait l'habitude de critiquer les choix de maman, et d'essayer de réparer des choses dans la maison de maman quand elle venait en visite. C'est complètement différent, a dit maman. Mais sa voix manquait de conviction. En quoi? A demandé papa. En quoi est-ce différent? Jessica et moi sommes juste restés assis là, à regarder notre père réaliser que sa femme violait systématiquement l'autonomie de leurs enfants adultes, et ce depuis des années. C'était comme regarder quelqu'un résoudre un puzzle, en temps réel. La conversation qui a suivi n'a pas été facile, mais elle était vraie. Papa a écouté nos limites, et les a acceptées immédiatement. Maman a mis plus de temps à se laisser convaincre, mais quand papa a commencé à nous soutenir, sa résistance a fini par céder. Elle s'est excusée. Finalement, pas les excuses théâtrales qu'elle avait tentées plus tôt, mais de vraies excuses, où elle a reconnu qu'elle avait eu tort, et que nos sentiments à ce sujet étaient valides. Nous avons établi de nouvelles règles. Plus de clés de nos appartements, pas d'entrée dans nos espaces sans permission explicite, interdiction de prendre ou de changer nos affaires sans demander, et interdiction de faire des projets pour nos vies, sans nous inclure dans la prise de décision. Cela fait 2 mois depuis cette conversation, et les choses ont été différentes, meilleures, pour la plupart. Maman a encore des moments où elle commence à offrir des conseils non sollicités, sur nos choix de décoration ou nos décisions de vie, mais papa est devenu très doué pour la recadrer. Linda, ils n'ont pas demandé de suggestions, est devenue sa phrase fétiche. Jessica et moi sommes restés proches tout au long de cette épreuve.
Nous nous envoyons régulièrement des messages, nous sortons sans nos parents, et nous avons construit notre propre relation, séparément de la dynamique familiale. C'est bizarre d'avoir une sœur qui est réellement dans mon équipe, pour la première fois de notre vie d'adulte. Le plus drôle dans tout ça, c'est que mon appartement n'a jamais semblé autant être un vrai chez moi. J'ai ajouté quelques nouvelles pièces au cours des derniers mois, des choses que j'ai réellement choisies, et qui reflètent vraiment mes goûts. Chaque fois que je regarde mon canapé en cuir noir, ou ma table basse en bois foncé, je me rappelle que j'ai le contrôle de mon propre espace. Jessica a aussi redécoré son appartement de façon très délibérée, en choisissant des choses que maman détesterait probablement. Elle a acheté cette incroyable peinture abstraite, pleine de couleurs vives et de formes bizarres. Maman n'a rien dit à ce sujet, mais je l'ai surprise en train de la regarder avec une expression de douleur, lors de leur dernière visite. Certains d'entre vous m'ont demandé si je pensais que nos parents allaient vraiment changer à long terme, et honnêtement, je ne sais pas, maman a toujours des tendances dominatrices, et les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais la différence maintenant, c'est que Jessica et moi y veillons. Nous nous soutenons mutuellement, et nous n'avons pas peur de le signaler. Papa est d'ailleurs devenu un allié inattendu dans tout cela. Il a commencé à remarquer les comportements contrôlants de maman dans d'autres contextes, et à la recadrer en douceur. C'est comme s'il voyait enfin le schéma, qui lui avait échappé pendant des années. Avec le recul, je pense que le plan d'échange de meubles a été, en fait, la meilleure chose qui aurait pu nous arriver. Si maman s'en était tenue à son approche graduelle, nous n'aurions peut-être jamais réalisé ce qui se passait. Mais elle est devenue gourmande, a fait un geste trop important trop vite, et a accidentellement exposé des années de violation de nos limites. La relation avec nos parents n'est pas parfaite maintenant, mais elle est honnête. Nous sommes tous des adultes, choisissant d'être dans la vie des uns et des autres, selon des conditions que nous avons acceptées, plutôt que de fonctionner sous une dynamique familiale héritée, qu'aucun de nous n'avait vraiment examinée. Et honnêtement, je les préfère comme ça. Quand maman offre des conseils de décoration maintenant, elle demande la permission d'abord. Quand papa veut t'aider avec quelque chose, il vérifie si je veux vraiment de l'aide. C'est un petit changement, mais cela fait toute la différence. Jessica et moi avons parlé d'écrire un livre. Comment l'obsession de notre mère pour la décoration d'intérieur nous a accidentellement appris à fixer des limites. Nous ne le ferons probablement pas en vrai, mais le titre nous fait rire. Pour tous ceux qui sont confrontés à des problèmes de limites familiales similaires, voici ce que j'ai appris. Parfois, il faut risquer la relation, pour la sauver. Tenir tête à sa famille est effrayant, surtout quand on a été conditionné à éviter les conflits. Mais l'alternative, vivre sa vie entière selon les préférences de quelqu'un d'autre, est encore plus effrayante. De plus, avoir des alliés rend tout plus facile. Si Jessica et moi avions essayé de gérer cela séparément, nos parents auraient probablement été capables de nous diviser pour mieux régner. Mais présenter un front uni leur a rendu impossible le fait de nous monter l'un contre l'autre. Mon appartement est enfin complètement à moi. Les caméras de sécurité ont disparu. Je n'en ai plus besoin. Mes serrures sont changées, et elles le resteront. Et chaque meuble dans cet endroit est quelque chose que j'ai choisi, quelque chose qui reflète qui je suis, plutôt que ce que quelqu'un d'autre pense que je devrais être. C'est une petite victoire dans le grand ordre des choses, mais cela me semble immense. J'ai 33 ans et, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir une autonomie complète sur mon propre espace, et sur mon canapé en cuir noir. Toujours l'endroit le plus confortable au monde pour regarder Netflix, un dimanche après-midi. Merci à tous ceux qui ont suivi ce périple, et qui ont offert leur soutien en cours de route. Parfois, on a besoin d'inconnus sur Internet pour confirmer que oui, votre situation est aussi bizarre que vous le pensez, et non, vous ne réagissez pas de manière excessive. La famille, c'est compliqué, mais les limites rendent tout plus simple.